Bonjour tout le monde! Super contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'Heure dorée. Cette semaine, je vous présente Cynthia Fournier. Ayant une dyslexie, l'école n'a pas toujours été facile pour elle, surtout tout ce qui était dissertation, français. On s'entend avec une dyslexie, la lecture, c'est pas toujours évident. Donc, malgré tout, elle a passé un parcours, elle a fait sa technique en travail social et elle a complété un certificat en gérontologie. Donc, pour la première partie de ce podcast, nous allons aborder ce sujet et bien d'autres. Donc, j'espère que tout comme moi, vous allez apprécier ce moment avec Cynthia Fournier. Donc, je vous laisse à vos écouteurs et on se reparle très bientôt. J'en revenais là-dessus, justement, sur le principe, tu parlais de la place des personnes âgées aussi, de la place certaines personnes les voient comme un fardeau. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que on a cette impression-là pour les personnes âgées? Je crois que c'est surtout notre façon de penser qui influence tout ça. Puis je pense aussi que c'est le changement de rôle. Parce que on se dit, c'est nos parents, là. Mais là, on échange nos rôles parce que toi, tu prends plus le rôle d'enfant, tu prends le rôle de parent. Puis là, c'est toi qui es obligé de changer la couche de ton parent parce qu'à matin, il fait de l'incontinence. Puis je pense que c'est vraiment l'échange de rôle. Puis en même temps, comme tu dis, oui, les enfants, mais t'as ta vie aussi, là. Admettons, si t'as 2 enfants, là, puis en plus, tu dois t'occuper de ton parent, on s'entend que c'est quelque chose de difficile aussi parce que la perte de mobilité ou la perte cognitive, là, chez nos parents, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça veut pas dire qu'on est préparé à ça dans notre vie, en général, là. Ouais. Puis on s'entend que c'est quelque chose aussi. Il y en a que les proches aidants, là, je vois dans mes cours que c'est tellement difficile d'être proche aidant. Il faut que tu mettes une croix sur beaucoup de choses au niveau physiologique, physique, autant mental. Il y en a beaucoup qui vivent la dépression parce que faut que tu mettes un peu une croix sur ton emploi parce que ça demande tellement de temps. Puis juste sur ta famille aussi, c'est difficile de te séparer entre OK, moi je donne tant de temps à ma famille, mais il faut que je m'occupe de mon parent qui est malade. Tu te dis OK, est-ce que je vais le laisser dans un endroit qui est pas sécuritaire pour aller m'occuper plus de ma famille? Tu vis plein de dilemmes en étant proche aidant. Donc, je pense que c'est vraiment difficile en 2021. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous et bienvenue à l'Heure dorée. Aujourd'hui, on est ici pour vous informer, vous sensibiliser et faire de l'éducation populaire auprès des intervenants, des aînés et des personnes qui sont proches aidants pour nos aînés dans la communauté. Aujourd'hui, nous recevons Cynthia Fournier, qui est une fille énergétique, soucieuse des autres, un petit peu réservée. Donc, j'espère que vous allez passer une belle heure avec nous. Donc, bienvenue Cynthia. Bonjour Claudine. Ça va bien? Oui, merci. Oui, donc, comment que... Premièrement, on va commencer par comment ça va. Hein? On est en temps de pandémie, fait qu'on peut bien commencer comme ça. Ça va. Je pense que comme tout le monde, on a hâte que ça finisse, mais faut quand même se dire qu'un jour ça va finir, puis il faut quand même garder le courage, là. Donc c'est ça. Cool. Puis, comment, dans ton quotidien à date, comment ça se passe? Et c'est sûr que là, c'est triste parce on doit se priver de voir des gens qu'on aime beaucoup. Mais je crois que pour le bien de tout le monde, on doit le faire. Puis c'est sûr qu'au niveau du travail aussi, ça nous empêche de faire certaines interventions aussi. Puisque en travaillant avec une clientèle vulnérable, mais c'est sûr qu'on ne peut pas les mettre à risque là, aussi facilement. Donc c'est sûr qu'on s'adapte autant qu'on peut. Puis, quelles mesures d'adaptation tu dirais que tu as mis autant personnel de plus? Par exemple, c'est sûr qu'en tant que jeune intervenante, c'est sûr que je peux pas aller voir des amis autant qu'avant. Malheureusement, il faut rester à la maison. Puis c'est sûr que au niveau d'intervention aussi avec les aînés, on peut pas nécessairement aller les voir puisqu'on s'entend que ça serait de mettre à risque tous les gens de la résidence. Puis on s'entend que on peut pas faire ça là, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà des problèmes de santé, des pertes cognitives ou des pertes physiques. Donc je crois que avoir la COVID serait la dernière chose à avoir en ce moment.
Je te comprends tout à fait. Nous aussi, de notre côté, on se garde une petite réserve pour préserver cette belle clientèle. Euh, donc, je t'invite à nous expliquer comment tu nous as connus. Ben, dans le fond, pour commencer, j'ai connu Claudine ainsi que Louis, puisqu'on a déjà été des collègues de travail dans un ancien organisme. Je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, donc ça me fait entièrement plaisir de faire ce podcast avec vous aujourd'hui, là. Ah, super, je suis contente de l'entendre. Puis, justement, on disait... on disait par rapport où qu'on s'est rencontrés. Donc, moi, je me souviens qu'on a fait ça. La première fois que tu es arrivée, tu étais en stage. Oui. Donc, avec un autre de tes collègues. Moi, c'était ma révélation de tous les stages que j'avais eus. Tu avais été comme pour moi ma révélation du milieu de stage. Comment toi, tu as trouvé ton stage? Personnellement, j'ai vraiment adoré mon stage. Je crois que j'ai été chanceuse d'être dans un organisme qui m'a aussi bien accueillie. Autant toi, Claudine, en tant que personne, tu t'es ouverte à moi, tu étais toujours disponible pour moi aussi, ainsi que Louis aussi. Je savais que dès que j'avais des questions, je pouvais venir vous le demander, puis il fallait surtout pas que je me prive de poser des questions. Puis c'est sûr que je suis une personne tellement gênée dans la vie, donc c'est sûr que ça a été un travail sur moi-même, là. Puis de me voir justement à l'inverse, qu'on dit que je suis pas quelqu'un de gêné, puis qu'il manque un peu de filtre. Comment que, justement, ton côté timide a été confronté à ça? Mais c'est sûr qu'au début, faut apprendre, faut analyser, surtout. Puis il faut apprendre à en prendre puis à en laisser aussi, parce qu'il faut pas prendre les choses personnelles dans la vie, je crois. Puis c'est sûr qu'on peut dire des choses sans nécessairement les penser, mais aussi juste pour le fun aussi, là. Ben oui, puis tu sais, on s'entend, on passe la majorité de notre temps au travail, fait que si on n'a pas de plaisir, les journées vont être longues. Effectivement, ça peut être assez long. Surtout en stage. Ouais! Si je t'amène pas de job, t'en as pas! Effectivement. Puis enfin, ton parcours scolaire, donc on s'est rencontrés, t'étais en stage. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette entrée-là au cégep, travail social? Comment secondaire, la transition, tes choix? Ben dans le fond, mon parcours a été plus ou moins long. Pour commencer, secondaire 5, comme tout le monde, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie parce que, honnêtement, quand tu es en secondaire 5, tu dis, OK, faut que je choisisse une job que je veux faire pendant le restant de mes jours. Mais tu dis, comment je peux choisir ça si il y a tellement d'options? On s'entend là, en 2020, là, 2021, il y a tellement de milieux de travail différents. Donc, j'ai fait comme toute personne qui savait pas quoi faire de sa vie. Je suis allée en sciences humaines au cégep pour non seulement commencer mes cours de base. C'est sûr que ce programme-là, j'ai pas totalement adoré puisque c'est des cours généraux. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de pouvoir avancer mes cours de base, justement. Puis quand j'ai découvert la technique de travail social, comment ça s'est déroulé, c'est que je suis allée aux portes ouvertes du cégep de Terrebonne. Je savais aucunement dans quoi je m'embarquais, puis j'ai vu qu'il y avait la technique en travail social. Après, j'ai vu qu'il faisait des présentations de tous les programmes, puis j'ai assisté à la présentation du programme de travail social, puis j'ai vraiment adoré. Juste la façon comment il le proposait, on voyait que c'était un programme qui était relax, c'était des gens ouverts d'esprit, puis j'ai vraiment aimé la présentation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande. Puis par la suite, j'ai finalement été acceptée. Donc, je suis partie du programme de sciences humaines que je n'aimais aucunement. C'est sûr que ça se représentait dans mes notes. Donc, la conseillère d'orientation au départ, elle me disait que j'allais pas être acceptée à cause de mes notes. Mais finalement, je l'ai pas écoutée, puis j'ai quand même essayé, puis finalement, j'ai réussi. Puis là, maintenant, en travaillant aussi dans mon stage avec vous autres, j'ai appris à connaître la clientèle des personnes âgées, puis ça fait en sorte qu'en ce moment, je suis à l'université, puis je fais un certificat en gérontologie. Nice! Exact. Vraiment, là, puis en plus, c'est drôle que tu me dises la personne qui t'a orienté, qui disait si elle allait pas revenir. Moi aussi, comme au secondaire, je l'ai vécu, en me disant, choisis-toi un DEP, parce que de toute façon, t'as pas les notes pis la capacité d'aller plus loin qu'un cégep université. Puis moi, de mon côté, j'ai fait comme, OK, j'ai fait le DEP, mais après, j'étais pas satisfaite. J'ai monté les échelons dans l'entreprise, je suis rentrée à l'université, puis j'ai découvert
le côté intervention, travail social, parce que marketing, j'étais vraiment pas à ma place. Fait que c'est... Ah ouais, là, les orienteurs, les orienteurs, ils sont pas toujours... Moi, il y en a une couple que j'ai aimée, mais c'est... Ils sont pas toujours motivants. Non! Ils sont directs. C'est ça, ils sont directs, puis des fois, tu fais comme... Ah ouais, tu crois? Fait que, ouais, non, j'ai pas... de mon côté, aussi, je trouve que de se dire, regarde, c'est pas grave, on va... Pas parce que tu me dis non que je vais pas y arriver. C'était une motivation. Fait que c'était quoi ta motivation qui a fait que... Ben, je me suis dit que, personnellement, je me suis dit, si j'essaye pas, je le saurai pas. Puis, je me suis dit, pourquoi elle me dirait que je suis pas capable? Si moi, j'ai envie de l'essayer, pourquoi je l'essayerais pas? Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance, je vais faire une demande. Oui, j'ai fait une demande en éducation spécialisée au cégep de Marie-Victorin, au départ. Oui, j'ai été refusée, mais par la suite, j'ai fait une demande en travail social au cégep de Terrebonne. Ils m'ont acceptée, j'étais vraiment contente, puis me voilà ici aujourd'hui. Donc, si j'aurais pas essayé ça, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Donc, voilà. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que ton orienteur t'avait dit ce conseil-là quand tu l'avais rencontré? Ben, dans le fond, c'est surtout qu'en sciences humaines, c'est un programme général. Donc, c'est sûr que mes cours me motivaient moins, puis surtout que je faisais juste des cours de base. Donc, on s'entend que faire, admettons, la littérature, philosophie, c'est des cours qui sont plus ou moins motivants. Donc, mes notes étaient moins élevées, puisque j'étais moins motivée. Donc, ma cotère était moins grande. Ok. Donc, c'est pour ça. Fait que lui, c'est basé vraiment sur Ma cotère. la cotère, puis le fait que ils prennent ça comme minimum de cotère pour Exactement. les dernières années. Donc, lui, c'était son orientation là-dessus. Puis si tu aurais à nous partager la comparaison que tu as faite avec ton cheminement scolaire entre un deck de base comme sciences nature, sciences humaines et une technique en termes de niveau de motivation. Mais c'est sûr que c'est deux choses complètement différentes. Parce que, admettons... Mais je crois aussi, surtout, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà fait mes cours de base en étant en sciences humaines. Donc, quand je suis rentrée dans ma technique, je faisais seulement des cours de technique. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé. Mais aussi, des cours de technique, c'est que tu apprends des choses que tu vas faire dans ton futur métier. Puis, c'est des choses que tu aimes. Puis, tu apprends, mettons... C'est beaucoup de travail sur soi. En travail social, là, première session, là, on se fait ramasser. Parce qu'on se fait dire, OK, il faut que tu fasses telle chose. Mais à la base, c'est un travail vraiment sur soi. Parce que tu peux pas aider les autres si tu t'aides pas toi-même, à la base. Non, puisque au fond, tu es ton outil d'intervention Exactement. principal. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui laisse tomber le cégep à cause justement des cours de base? Parce que ce que tu nous apportes aujourd'hui, on s'entend, philo, c'est pas vraiment motivant. T'as fait sciences humaines, j'ai fait sciences humaines, maths complémentaires ou maths de base. Méthode quantitative. Méthode quantitative. Écoute, la première session, je l'ai coulé à 30%, j'ai réussi à le passer à 61%. Moi, j'ai 62. Good job. Mais est-ce que tu penses justement que ces cours-là démotivent les gens qui, comme toi, comme Claude, comme moi, sommes à la recherche du concret? Parce que justement, l'expérience que j'ai eue aussi dans ma technique en intervention de délinquance était que le travail sur moi, c'était du concret, ça allait me servir à tous les jours. Tandis que la philo... Honnêtement, je crois que oui, parce que c'est sûr que les cours de base, c'est important pour nos connaissances générales et tout, mais c'est tellement général que tu as l'impression que tu dis, OK, mais en quoi ça va me servir dans mon futur métier? Puis, c'est sûr que c'est normal qu'on ait des cours de base parce qu'il nous faut des connaissances, mais en même temps, tu te dis, OK, mais ça me motive pas nécessairement à vouloir continuer parce que tu as l'impression d'avoir des cours comme au secondaire. Donc, je pense que c'est ça, ou surtout parce qu'on se dit, rendu au cégep, là, c'est pour mon futur métier, ça va m'aider à m'orienter et tout. Mais si rendu au cégep, tu fais encore des cours de base comme au secondaire, c'est un peu démotivant. Tu sais, on n'enlèvera pas l'importance au français et à l'anglais. Et ceux qui adorent ça, faire, disons, la poésie ou de la littérature française dans le temps. Cependant, justement, ceux qui ont de la difficulté dans les cours théoriques comme ça, ils peuvent voir un grand mur à ne pas escalader, puis ils peuvent passer à côté d'une chance d'aller plus loin. Puis,
c'est une question pour toi, ça, mais en même temps pour Claude. Tu sais, comparer vos parcours. Toi, tu as fait ton cégep, fait que tu as vu c'était quoi les difficultés avec les cégeps. Mais toi, tu as eu l'avantage que tu es allé tout de suite que t'es allé tout de suite à l'université, Claude. Yes. Oui, ben moi je trouve que dans les conversations que j'ai entretenues au niveau de justement le monde qui était au cégep, souvent c'était la grande démotivation et le pourquoi moi j'ai fait non, j'irai pas au cégep. J'avais déjà de la difficulté dans mes matières de base à l'école. J'excellais en bio, j'excellais en géo, j'excellais en histoire. Mais tu m'arrivais français, anglais, maths, ben, c'est les seuls 3 cours qui peuvent te faire couler une année, malheureusement. Mais moi, c'était ceux-là, mes gros démons. Fait que quand on me dit au cégep, tu vas avoir encore du français, de l'anglais, on va te rajouter de la philo. De la philo. Là, ça m'a... Non, merci. Puis, on m'a proposé justement le DEP qui dit, ouais, mais ça, là, c'est comme l'université, mais en plus compacté. Puis, ça te donne accès au marché du travail. Au marché du travail, puis en même temps, t'as pas de matière de base. Fait à part l'anglais que j'avais pour la vente, mais c'était encore là, c'était de l'anglais, c'était pas de l'anglais quotidien. C'était vraiment un vocabulaire vendeur. Fait que ça me motivait à vouloir l'apprendre, l'anglais. Fait que toi, de ton côté, est-ce que, avant même de vouloir de te dire je m'en vais au cégep, est-ce que toi, t'avais rencontré des gens qui te disaient « Ah ouais, mais de peut-être pas te motiver à aller au cégep? » Mais honnêtement, dans ma famille, il n'y a pas grand personnes qui sont allées au cégep. J'étais à peu près la deuxième. Puis, finalement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'en allant au cégep, dans une technique en travail social, j'en parlais à ma cousine, puis finalement, je l'ai motivée. Puis, elle aussi a fait la technique en travail social. Puis, elle va finir cette année. Donc, on suit vraiment. C'est sûr qu'elle est à Saint-Jérôme, donc on va pas la même matière, mais juste le fait de pouvoir l'aider ou quoi que ce soit, puis on se motive entre les deux. Puis c'est vraiment le fun à voir parce qu'elle aussi était vraiment perdue au départ. Tu sais, elle est plus vieille que moi, elle savait pas quoi faire. Elle a fait aussi un DEP. Je pourrais pas te dire en quoi exactement, je me souviens plus. Mais juste le fait de me voir aller, puis j'avais l'air d'aimer ça, ma technique, puis ça me motivait, ben justement, elle, ça l'a motivée aussi à continuer puis à essayer. T'as eu vraiment une influence. Oui, puis même à ça, je pensais pas aller à l'université personnellement, puis c'est juste des coups de pouce de la vie qui fait en sorte que tu dis, ben pourquoi pas, je vais l'essayer, puis finalement, ben t'aimes ça, puis tu continues, tu sais. Parce que tu dis dans la vie, si j'arrête, est-ce que je vais vouloir continuer après avoir goûté au goût d'avoir de l'argent, travailler à temps plein, puis tu sais, c'est sûr qu'on travaille en étant étudiante, mais pas autant qu'en étant plus étudiante, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Là, t'es à l'université. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le pont après le... En me disant, ben oui, je peux faire l'université. Tu sais, là, tu te dis, t'as fait ta technique, tout ça. Tu pensais pas aller à l'université. Qu'est-ce qui t'a influencé vers l'université? Ben, vous autres, non. Ah ouais? Mais c'est sûr qu'en faisant mon stage avec vous à l'organisme, c'est sûr que ça m'a appris à connaître la clientèle des personnes âgées. Honnêtement, là, moi, quand je me voyais comme intervenante, je me suis dit, moi, je vais être intervenante avec les jeunes à DPJ. Ça c'était mon but quand je travaillais. Quand je faisais ma technique en travail social, on voyait le cours sur la DPJ, je disais « Ah, wow! J'aimerais ça travailler là-dedans. » Mais en même temps, c'est tellement dur sur le moral, là. Travailler à la DPJ, on voit qu'il y a plein d'intervenants qui trouvent ça difficile. Puis, en même temps, en faisant mon stage avec vous autres, les personnes âgées sont tellement drôles, puis ils sont tellement cute, puis ils ont pas peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Puis c'est tellement fun, tu peux avoir n'importe quelle conversation avec eux, il n'y a aucune gêne. Donc je me suis dit, écoute, rendu là, je vais aller à l'université, je sais pas trop en quoi, mais j'aime les personnes âgées. Puis j'ai regardé la grille des cours de l'Université de Montréal, puis je me suis dit, ben les cours, ils ont l'air quand même intéressants, donc je me suis lancée, puis j'ai commencé le certificat. Je regrette aucunement, j'aime les cours, c'est sûr que l'université, c'est pas comme le cégep, là, c'est du travail à faire, mais pour vrai, j'apprends beaucoup de choses sur la clientèle des personnes âgées, puis c'est vraiment le fun. Comment c'est de suivre ces cours à distance? Par Zoom, par visioconférence? Mais honnêtement, mon programme, il se donne à distance de toute façon. Donc, le certificat en gérontologie, peu importe, COVID, pas COVID, c'est à distance. Moi, les rencontres Zoom, je connais pas ça dans mon programme parce que tu fais vraiment les cours quand tu veux, à ton rythme, mais il faut juste que tu sois prête pour les dates d'examen puis les remises. Donc, honnêtement, moi, ça m'affecte pas en tant que tel, mais c'est sûr que
Mettons, passer 3 heures par cours devant un écran d'ordinateur, c'est fatigant, là. C'est épuisant, puis tu sors avec des mal de tête, là, puis t'as mal aux yeux à un moment donné. Et une fois que ça t'a affecté, si je me trompe pas, que tu m'avais raconté que tu avais un examen en ligne et que le système a... Ah, mon Dieu, oui. J'ai pleuré, là. Mais j'ai pleuré comme un bébé. Parce que c'était dans mes premiers examens, puis honnêtement, à l'université, ils t'expliquent pas quoi faire dans ce temps-là. Ils ont juste décidé de t'expliquer ça rendu à la fin, puis il était rendu trop tard, tu sais. Fait que là, pendant que je faisais mon examen, ça a décidé que le système a planté. Donc là, moi qui full stressée dans la vie, puis qui veut avoir des bonnes notes à l'école, j'ai commencé à faire une petite crise de panique. J'ai commencé à pleurer. Fait que là, j'envoie un courriel à ma prof, puis là, elle m'explique qu'elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Fait que là, finalement, j'ai réussi à reprendre mon examen, puis c'est sûr que ton temps est calculé, là. Donc, j'ai perdu du temps. J'ai recommencé l'examen, ça a encore revenu. Il y a eu un autre bug informatique. Donc, c'est sûr que il faut s'adapter, mais finalement, à l'université aussi, c'est adapté parce que c'est aucunement notre faute, là. Puis c'est hors de leur contrôle aussi parce que normalement, il n'y a pas autant de gens sur le système à distance. Il y a seulement certains programmes. Mais finalement, ils ont mis un petit règlement là, qu'on peut texter, admettons, ou envoyer un courriel à tel endroit pour pouvoir justifier notre perte de temps, là. OK, ils se sont accommodés. Mais, Ben oui. mais sur le coup... Ah, sur le coup, je pensais... Tu penses que ta vie est finie, là, tu vas couler le cours, puis tu deviens parano, puis là, tu pleures, tu dis « J'ai étudié pour rien », puis... Moi, je me souviens, là, ça me fait penser, quand que j'ai fait mon premier examen, la première fois que j'ai fait mon examen en marketing, déjà que je me sentais pas à ma place. Fait que la matière, oui, je l'avais assimilée, c'était de la matière que je connaissais quand même, parce que même dans mon DEP en vente, j'avais touché au marketing, parce que mes profs de DEP faisaient le programme marketing à l'université. Fait que ce qu'ils nous montraient comme cours, c'était ce programme-là, mais en concentré. Puis, quand je suis arrivée justement à mon premier examen, je me souviens, c'était à distance, j'ai capoté, c'était à l'ordi. Puis, honnêtement, c'était tellement comme accaparant de te dire, OK, t'as un temps. Tu sais, j'avais jamais eu de temps pour des examens vraiment. Tu sais, le fait qu'on le disait pas, tu sais, oui, j'avais 1 heure dans le temps, tu sais, comme tu fais ton DP, ton cours est d'1 heure, t'as un examen à faire. Mm-hmm. Mais tu sais que ça va peut-être te prendre 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Mais on dirait qu'à l'université, ils disent que t'as 3 heures, puis tu regardes le document qu'ils te donnent, puis tu fais comme 3 heures pour tout ça. Mm-hmm. Puis tu dis, en plus, quand tu fais ton examen à distance, sur l'ordinateur, mais tu vois ton chrono, là, tu vois les secondes descendre, puis tu dis, mon Dieu, OK, faut que tu calcules quasiment ton temps pour répondre à chaque question. Puis même mon ami, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec les examens à distance, ils veulent tellement pas que les gens trichent qu'elle n'a même pas le droit de revenir en arrière sur les questions. Donc si elle sait pas la réponse, elle est obligée de répondre parce qu'elle peut pas revenir en arrière, parce qu'ils disent que sinon, les gens vont s'envoyer des questions. Aïe aïe! Fait que le truc qu'on avait à l'école, mettons, de pose la question puis tu reviens à la fin, c'est plus possible. Elle peut pas faire ça dans son programme. Oh my God. OK. Wow. Mais c'est parce que souvent, tu lis des questions, puis les réponses... Ouais. T'as des réponses qui viennent à d'autres questions, parce que tu te fais aller le cerveau sur toute la matière. Mm-hmm. Fait que là, elle a pas cette Il y a option-là. certains programmes qui acceptent plus ça parce qu'ils ont peur que les gens trichent en n'étant pas surveillés nécessairement. Mhm. Il y en a même qui descendent le temps. Ils diminuent le temps pour être sûr que les gens cherchent pas, mettons, dans leur cahier ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Ça peut être difficile pour certains programmes. Quand même. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai 1 heure de plus pour mes examens à distance. Puis, il m'était vraiment pratique cette heure-là. Juste le fait que je suis devant un écran. Si je comprends pas la question, j'ai pas le prof pour lui dire je comprends pas le sens de... Parce que avec aussi ma dyslexie, je te dirais que des fois, le sens des questions, tu fais comme c'est quoi qu'il veut dire par là? Parce qu'il faut mettre des questions colle. Fait que toi, de ton côté... Ben, c'est sûr qu'il y a des questions, des fois, on se dit, des questions à choix multiples, où ce que tu peux choisir. Ben oui, c'est facile. Hey, écoute, c'est pas nécessairement facile, souvent. Ils jouent simplement avec le sens des mots ou les mots, puis là, ça fait simplement te mélanger davantage. C'est sûr que, comme tu m'expliquais, toi, tantôt, tu sais, admettons ta dyslexie, personnellement, moi aussi, je suis dyslexique dysorthographique, ce qui veut dire que
avec le cégep, j'ai le droit à un 30% de plus pour le temps des examens. Honnêtement, ça m'aide tellement, là, parce que je me dis, des fois, là, je remets l'examen, puis il reste 5 minutes, puis je me dis, mais voyons donc, comment j'aurais pu réussir cet examen-là sans ce temps-là? Puis, honnêtement, c'est sûr que, admettons, en étant dyslexique, ça prend peut-être plus de temps à lire les phrases et tout, mais je crois que c'est vraiment bénéfique pour nous. Puis, même dans ma profession, quoi que ce soit, c'est sûr que ma dyslexie fait en sorte que ça peut jouer un peu, mais on apprend à vivre avec, puis c'est sûr que moi, la seule chose que ça fait, c'est que c'est sûr que je relis mes courriels ou je relis mes travaux plus souvent pour me dire, OK, ma phrase n'a aucun sens, là, la personne ne va pas comprendre. Puis honnêtement, mon meilleur ami puis mon meilleur truc, c'est Antidote. Ouais. Honnêtement, Antidote nous sauve tellement dans nos phrases, dans nos formulations, dans nos erreurs d'orthographe. Personnellement, c'est le 100$ le mieux investi là, à l'université, on s'entend? Pour ceux qui ont encore des doutes pour Antidote, puis c'est pas une publicité, mais c'est un bon investissement. Vive Antidote. Là. Oui. Ouais. Surtout quand tu soulignes en orange rupture. Puis là, tu fais comme, ouais, ça, c'est ma dyslexie. Puis là, tu la relis 14 fois la phrase, puis tu dis, mais crime, ça fait du sens dans ma tête. Je comprends pas. Puis là, quelqu'un d'autre va lire, puis va être comme, mais voyons donc, ça fait aucun sens ta phrase. Plus. Il change 3 mots, rajoute une virgule, il n'y a plus de rupture. Tu fais comme, waouh! Tu dis, j'aurais jamais pensé à ça. Et voilà. Non, mais je pense que justement, avec le gouvernement qui veut mettre de l'amplification sur le français, ben, je pense que ça devrait être quasiment donné à tout le monde pour bien apprendre avec le français. Mm-hmm. Parce qu'on s'entend, il y a des anglicismes qu'on utilise, Antidote nous fait voir comme non, c'est pas ça qu'on dit en français. Puis, ça ne fait qu'améliorer la qualité de ta langue. Là. C'est vrai. Moi, je trouve que mon français s'est amélioré parce que je peux voir, justement, il me dit ça c'est une rupture ou ça c'est une syntaxe ou ça c'est une, ça c'est une faute de verbe, tu le vois, puis est-ce que tu as utilisé le bon sens, c'est-tu C apostrophe, S apostrophe, tu sais. Fait qu'il là. Il vient porter à réfléchir. Il corrige pas tout pour toi. Oui, il corrige les fautes d'orthographe, mais il va pas corriger nécessairement, justement, si tu as utilisé le bon pronom. Il va te dire, assure-toi d'avoir utilisé le bon pronom. Mm-hmm. Fait que là, ça te porte à réfléchir. Fait que mon français s'est tellement amélioré avec Antidote. Ton diagnostic, tu l'as eu tôt? De dyslexie. Ben ça fait aussi partie de mon parcours de sciences humaines. Parce que, honnêtement, je savais pas que j'étais dyslexique. Puis mon amie, elle m'a expliqué, elle a dit, écoute, j'ai fait une évaluation, puis finalement, je suis dyslexique. Puis elle m'a expliqué, mettons, c'était quoi... mettons, c'est plus long à lire des textes, ou elle faisait beaucoup d'erreurs d'orthographe dans ses textes, puis je me suis dit, mais crime, moi aussi. Fait que là, je suis allée voir, j'ai demandé une évaluation aussi, puis finalement, j'ai su que j'étais dyslexique, donc ça m'a tellement expliqué. Je me disais, crime, mes rédactions en français, là, ça avait aucun sens, là. J'avais de la misère à avoir 60, puis j'avais plein de fautes d'orthographe, puis les profs, ils disent, mais tu corriges pas, tu sais. Ils donnent un dictionnaire, puis ils cherchent les erreurs, mais en étant dyslexique, dysorthographique, là, on voit même pas nos erreurs. Je peux lire 14 fois la même phrase, puis pour moi, il n'y a pas d'erreur. Puis, honnêtement, le professeur, dans ce temps-là, il donne ta copie, puis tu vois juste du rouge, puis tu vois même pas c'est quoi tes erreurs, parce qu'il fait juste encercler en disant qu'il y a une erreur. Mais personnellement, je sais même pas c'est quoi. Comment je peux m'améliorer si je sais même pas c'est quoi mon erreur? C'est vrai, mon frère, il vit la même chose. Mon frère, il peut relire un texte 5 fois, il ne verra pas ses fautes, puis c'est normal. Si ton cerveau analyse la phrase et qu'il dit c'est correct, tu peux la relire X nombre de fois, puis ça va toujours être correct, là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que avoir le diagnostic de dyslexie a fait en sorte que, rendu au cégep, j'avais le droit de faire mes examens sur l'ordinateur avec Antidote, puis honnêtement, j'ai vu une différence. Juste l'épreuve uniforme de français, on s'entend que je l'aurais jamais passé là, si j'aurais pas eu Antidote dans ma vie. Puis honnêtement, j'avais peur de cet uniforme de français-là parce qu'on se dit, crime, si je la passe pas, ben, j'ai pas mon diplôme. Puis si j'ai pas mon diplôme, ben, tu dis, crime, je peux pas avoir de travail. Puis là, tu te mets à capoter dans ta tête de jeune étudiante parce que tu dis, crime, ça sera impossible. Mais finalement, avec Antidote, puis j'ai vraiment travaillé fort, puis finalement, j'allais passer. Puis quand j'ai eu la note, j'étais la première surprise, là. T'avais eu combien, t'en souviens-tu? C'est passé ou coulé. Ben, c'est des lettres qui te donnent. T'as comme 3 catégories, c'est genre ABC, mais je pourrais pas te dire, là, ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai vu que ça avait été passé dans... T'as pas vu échec, t'as fait « oh yeah ». Non, c'est ça. Mais tu sais,
elle dit ça, puis tu peux pas t'imaginer à quel point c'est une source de stress, là. Mon frère, cette année, ben là, à la session passée, il était tellement heureux quand le gouvernement a annoncé que l'épreuve ministérielle de français allait être annulée pour les collégiens, là. J'ai jamais vu aussi soulagé, parce que lui, c'était une énorme source de stress, son français, là. Ah oui. Tous ses cours, il y a des bonnes notes, sauf en français. Et que c'était ça, sa crainte. Puis quand le gouvernement l'a annoncé, il était comme... Mais honnêtement, je pense que c'est une source de stress pour tellement de gens, même au cégep, là. T'entends tout le monde parler de l'épreuve uniforme de français, tout ce qui est cours de français. Je connais des gens là, qui ont coulé français. Là. Personnellement, j'ai coulé un cours de français à 57%. J'étais fâchée, là. J'étais vraiment fâchée. J'ai été en reprise grand-mère parce que j'avais pas des notes assez hautes au secondaire en français. Puis, honnêtement, on a 4 français à passer au cégep. C'est beaucoup, là. Donc, dès que t'en coules un, là, c'est quelque chose parce que tu te dis, crime, c'est un cours qu'on te rajoute encore dans ta grille de cours. Puis non seulement, on sait qu'au cégep, on a beaucoup de cours, puis on veut tellement pas prendre de retard en étant jeune, on veut tellement finir vite l'école, on veut avoir une job, on veut, tu sais, on a envie d'avoir un bon avenir, mais c'est un stress qu'on se met, là, puis ça n'a aucun sens comment on peut se mettre un stress sur les épaules pour rien, dans le fond. C'est vrai, c'est ça qui empêche des fois des gens qui ont du potentiel pour une carrière à aller de l'avant. Parlant justement d'obstacles, quand tu as eu ton diagnostic, ta réaction première, ça a été quoi? Un soulagement. Honnêtement, c'est un soulagement parce que je me suis dit, crime, mes notes de français, ça sont explicables maintenant. Parce que je me dis, crime, avant, j'étais genre, je suis tellement poche en français, puis je comprends pas, je me force, puis je me suis dit, quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, ok, c'est pas de ma faute nécessairement. Puis Ceci explique cela. Exactement, puis je me suis sentie soulagée parce que je me remettais en question à chaque fois. J'avais des rédactions en français. C'était rendu que j'étais gênée de recevoir ma note parce que je savais que j'allais avoir 60 ou juste pas passer tout court, tu sais. Puis toi, quand tu as eu son diagnostic de TDAH? Même chose, soulagement. Ben, c'est sûr que moi, j'avais une automédication. Donc, à ce niveau-là, quand j'ai décidé de faire le switch, ça a expliqué beaucoup de choses et ça l'a mis un arrêt à mon automédication. Fait que ça m'a rendu à l'université. J'ai fait mon premier certificat sans être médicamenté. Puis les notes en découlaient, là. J'avais une moyenne de comme entre 60 et 70. Puis mon certificat d'après, celui que j'ai commencé en psychosocial à l'UQAM, là, ça a été un revirement tout au tout. Là. Je suis passée du CD, C-, D+, à genre du B+, A-, A, et tout le reste, c'est fini comme ça. Du jour au lendemain, j'étais en classe, puis ce que le prof disait, je le mémorisais. Et ça m'était jamais arrivé de ma vie d'être en classe puis de dire « Hey, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. » Parce que tout était plus intéressant dans la classe que le prof en avant. L'élève qui dérange à gauche, l'autre qui dérange à droite. Fait que je me suis mis à faire « Ah, ben là, je suis capable de mémoriser ce qui se dit autour de moi. » Ce que j'avais pas avant. Mais sérieusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que on devrait pas être gêné parce que on fait pas exprès. Tu sais, moi, j'ai pas demandé là, d'être dyslexique, puis, tu sais, toi non plus, t'as sûrement pas demandé d'être TDAH puis dyslexique, puis on est tellement gêné, on se compare, tu sais, mettons au secondaire ou au cégep, on se compare, on voit les gens qui ont des bonnes notes, puis tout, puis on se dit, mais pourquoi moi je suis pas capable? Puis en même temps, moi, là, ma dyslexie, honnêtement, je l'ai dit à 2 personnes. C'est mes 2 meilleures amies. Puis, j'étais gênée de ça parce que je me suis dit, OK, je suis handicapée, moi, là? Mais tu sais, c'est un handicap, oui, mais en même temps, je peux pas rien faire. Je l'ai, puis il faut juste que j'apprenne à vivre avec, puis il faut que j'apprenne à dealer aussi avec le fait que, OK, je suis moins bonne à l'écrit, mais ça fait pas en sorte que j'ai des mauvaises capacités pour être intervenante ou quoi que ce soit. Je vais juste relire mon texte, puis, tu sais, ça va pas changer ma personne ou le fait que je suis bonne intervenante ou non, là. Non, exact. Moi, ça me fait penser à une anecdote de où qu'on était avant. Quand que les chronos, la première fois que Louis a fait « Ben coudonc, tu t'en relis-tu quand t'écris? » Puis c'est là que tu y as annoncé que t'étais dyslexique. J'étais comme bon. J'étais comme « Ah,
Ça explique beaucoup de choses. Ça bouche les personnes parce qu'ils se disent « Ok, je suis désolée, tu sais. » Mais honnêtement, faut le prendre à la joke parce que... Puis faut le prendre à la blague, puis faut apprendre à en rire parce que sinon, c'est juste déprimant parce que tu dis « Crime, moi, j'ai un handicap. » Mais finalement, non. Mais, puis j'aime ce que tu apportes dans le sens qu'il faut pas être gêné d'en parler. Parce que combien de personnes présentement qui sont à l'école au secondaire, mais au primaire aussi, mais surtout au secondaire, quand tu commences à être plus conscient de tes difficultés comme personne, ou que tu construis ton identité, ton estime de soi, donc au secondaire, au cégep, qui voient qu'on a discuté avec quelque chose, mais qui ont peur d'aller creuser plus loin, qu'est-ce qui cause cette difficulté-là? Tu sais, vous l'avez eu, votre diagnostic, puis comme tu dis, oui, c'est un handicap parce que c'est considéré comme un handicap biologique, mais ça fait pas de vous de moins bonnes intervenantes. La raison, on t'a encouragé à faire partie de notre équipe dans le temps, parce qu'on voyait ton potentiel, puis on voit ce que tu es en train de devenir, ce que tu vas devenir comme intervenante. Mais selon vous, qu'est-ce qui cause cette crainte-là aux gens? T'as parlé de la comparaison avec les autres, mais Mais la peur du jugement, je pense surtout aussi. On est tellement dans une société où on a peur de se faire juger et on fait attention. Et ok, je vais mettre telle chose aujourd'hui parce que je vois telle personne. Ok, aujourd'hui, je vais faire telle chose avec mes cheveux parce que je vois telle personne. On s'entend que quand tu vois une personne, tu te bases tellement sur qu'est-ce que tu vois. Puis, en même temps, même avec ma dyslexie, tu sais, mettons, à l'organisme où on travaillait ensemble, vous m'avez engagée en tant que personne, mais j'ai jamais dit que j'étais dyslexique. Vous l'avez appris après, puis je voulais pas faire en sorte que mon handicap soit, mettons, on dit « Ah, oh, c'est cute » ou, mettons, qu'on m'engage parce que j'ai un handicap, ou, tu sais. La pitié. Oui, la pitié, puis on n'a pas besoin de la pitié ou quoi que ce soit, c'est juste d'apprendre à vivre avec, puis rendu là, comme Louise m'avait dit, Crime, tu lis-tu tes chronos? Ben, écoute, je suis dyslexique. Mais quand on l'a appris, j'ai ok, mais ça explique cela, tu sais, puis on a comme ok, c'est correct. Ben Puis oui. rendu là, on a juste, on va te mettre les outils, on va te rajouter antidote, puis c'est pas grave, là. ben c'est ça, tu sais, je comprends quand tu parles de la peur de juger, mais en même temps, pour moi, comme employeur, qui s'attend à l'excellence de la part de son équipe, j'ai pas eu pitié de toi quand tu me l'as dit, mais j'ai su adapter mes interventions comme employeur puis mes attentes aussi. Puis comme Claudine l'a dit, j'ai su t'outiller pour que ça puisse t'aider. Tu sais, je t'ai pas, en moins que tu me le dises, là, puis c'est pas grave, tu peux le dire, mais je t'ai pas traité différemment en tant que tel, je t'ai juste pas mis des outils. Un peu comme quand j'ai accepté les retards à Claudine. Parce que je savais que c'était pas un handicap, mais que ça fait partie de son TDAH puis sa routine du matinal. Mais jamais, à mes yeux comme employeur, t'as été une moins bonne personne que la fille à côté de toi. Mais je pense que c'est surtout aussi qu'on veut être traité comme les autres. On veut pas être traité différemment, puis vu différemment. Donc, je pense que c'est surtout ça. D'être vu comme les autres, puis d'être aussi... Tu sais, je sais pas, j'aime pas ça, mettons, dire « Ah, ben moi, j'ai telle chose ou telle chose. » Je veux juste faire la job qu'on me demande, puis c'est tout. Tu veux pas l'étiquette. Là, Exactement. Mais est-ce que tu peux le répondre par rapport à moi, mais est-ce que par rapport aux autres personnes à qui tu l'as annoncé ton diagnostic, est-ce que tu as senti qu'ils t'ont traité différemment ou qu'ils se sont adaptés un peu pour t'aider? Ils m'ont pas traité différemment. Je pense que c'est juste, en tant que personne, on dirait que... C'est peut-être juste moi aussi, mais je suis tellement une personne réservée. J'aime pas ça parler de, mettons, mes problèmes ou quoi que ce soit. Je pense que ça fait partie de moi aussi de juste pas vouloir, mettons, me mettre l'étiquette moi-même. Puis je pense que c'est aussi une partie de soi-même de l'accepter avant de pouvoir le dire aux autres. Je trouve ça intéressant que tu en parles parce que on s'en allait pas là du tout cet Non. après-midi, mais quand tu parles d'étiquette, est-ce que ta dyslexie te définit comme personne ou elle fait partie plutôt des caractéristiques de ta personnalité? Non, c'est sûr qu'elle fait plus partie des caractéristiques de ma personnalité. Parce que je vis pas pour ma dyslexie, c'est juste que je dois apprendre à m'outiller pour pouvoir la combattre. Donc, je pense que c'est ça. Si tu aurais à parler à une jeune Cynthia au secondaire 4, secondaire 5, début cégep, qui est encore là justement vit avec certaines difficultés sans les savoir, sans pouvoir mettre un mot sur l'aspect
Sur la problématique, dans le Ouais. fond. Ben, pas de problématique, parce que c'est Ben, moi, je trouvais que... sur le diagnostic, mettons. Ouais. Ben, sans connaître le diagnostic, mais plus, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui relève tous ces défis-là quotidiens que ses autres amis n'ont pas nécessairement? Ben, je me dirais, crime, accepte-le, puis arrête de cacher tes notes d'école parce que tes textes sont moins bons que les autres, parce que je me suis dit, tu sais, c'était rendu que j'étais gênée de recevoir mes notes, puis admettons, mes amis me disaient leurs notes, puis ils étaient comme, t'as quelle note? Puis moi, j'ai comme, ah, mais j'ai passé. Puis je me dis, crime, je m'empêchais de dire mes notes ou quoi que ce soit, mais dans le fond, la vraie barrière, c'est juste moi. C'est juste moi qui s'empêchais, admettons, d'exprimer mes notes ou quoi que ce soit, parce que les autres, ils s'en foutent, là. Si c'est tes vrais amis, ils vont dire, OK, mais tu veux-tu que je t'aide, tu sais? Ils vont pas dire, ah ben non, t'es bien poche. Ils vont dire, OK, ben la prochaine fois, tu veux-tu que je t'aide à corriger ton texte? Tu sais? Fait que je pense que c'est pas mal ça. Fait qu'est-ce que la peur du jugement, c'est nous... C'est nous-mêmes c'est qui se la nous-mêmes mettent. qui se l'inflige, puis c'est pas nécessairement les autres qui nous jugent réellement. Exactement. Donc, on tombe au moment doré. Quel est ton fait cocasse ou ta fierté concernant ton parcours scolaire? Ben, ça va paraître bien basique, mais juste le fait d'être à l'université, je pense que c'est vraiment ma fierté en ce moment parce que, comme je disais tantôt, dans ma famille, être à l'université, c'est quand même quelque chose de grand. C'est pas tout le monde dans ma famille qui sont allés à l'université, puis même moi, en tant qu'étudiante là, au cégep, là, je me suis dit, hey, je vais faire une technique, comme ça, j'aurai pas besoin d'aller au cégep, puis rendu là, je ferai ma job, puis c'est tout. Mais finalement, je suis tellement contente d'avoir continué à aller à l'université parce que j'apprends des choses que j'aurais pas appris nécessairement que j'ai pas appris dans ma technique. Tu sais, c'est sûr, je l'aurais peut-être appris au marché du travail, mais je me dis c'est quand même un diplôme de plus que je vais avoir, puis ça peut aller aussi avec la rémunération au fil du cours, au fil du temps aussi. Puis je pense que c'est ça, d'être à l'université, parce que moi, au cégep, là, la Cynthia du cégep s'aurait dit non, 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 moi je suis tannée de l'école, là, ça fait assez d'années, et j'ai fait sciences humaines, j'ai pas fini, mais j'ai quand même fait 1 an et demi de cours que j'aimais pas, j'ai fait 3 ans de technique, j'ai dit, bon, là, ça suffit. Mais finalement, j'ai fait la demande, j'ai été acceptée, puis je regrette pas. Je regrette aucunement. Là, justement, la gérontologie, c'est Mhm. à l'organisme que t'es que ça t'a influencé d'aller prendre ce cours-là. Qu'est-ce qui t'a le plus, à date dans tes cours, qui t'a le plus surpris sur cette clientèle-là? Des faits que t'as appris ou des informations que t'as appris qui peut te... Ben, honnêtement, le cours, c'est le cours que j'ai le moins aimé, mais que j'ai quand même appris. C'était un cours sur la vieillesse, culture et société. Dans le fond, ça expliquait comment les personnes âgées étaient vues puis traitées dans le passé. C'est sûr qu'à mettons, étudier le Moyen-Âge puis l'histoire, pour vrai, ça m'intéresse aucunement, mais juste le fait de voir à quel point dans le passé, des fois, les personnes âgées étaient tellement mis de l'avant. Écoute, c'était le savoir, c'était la connaissance. Puis il y a des fois dans le passé aussi que les personnes âgées étaient vues comme juste des vieilles personnes, un fardeau. Il y en a même qui disaient que c'est quand, mettons, la personne âgée était plus capable de suivre, ben ils faisaient en sorte que la personne âgée elle décède, tu sais. Mais Wow! c'est quand même intéressant de voir que nos mentalités changent et tout. Puis en 2021, tu sais, c'est sûr que la personne âgée, malheureusement, on est tellement dans une vie pressée, puis dans le fait qu'on on a nos familles, on a nos emplois et tout, que malheureusement, des fois, les personnes âgées sont vues comme un fardeau. Parce que, oui, les personnes âgées, ils ont des maladies, tu sais, c'est normal, ils ont des pertes cognitives, ils ont des pertes de mobilité, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait en tant que Québécois? On envoie nos personnes âgées où? Ben, en résidence. Puis, en même temps, dans ce cours-là, j'ai vu aussi les différentes nationalités, tu sais. Il y a des nationalités que eux envoyaient leurs personnes âgées en résidence. Voyons donc, ça se fait pas! Puis, tu sais, nous, les Québécois, pour nous, c'est normal de faire ça. Fait que c'est vraiment dans ce cours-là que j'ai appris beaucoup de choses. Puis, aussi, le cours prochain que je vais faire, c'est le soutien à domicile. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais peut-être faire aussi éventuellement. Donc, je pense que c'est les 2 cours. Les plus... qui t'a le plus allumé, là. Ouais. Je reviens à ce que tu as dit tantôt, puis ça démontre un peu comment Claude t'a présenté sur ta timidité. J'étais un peu basic, mais j'étais à l'université.
Sais-tu que c'est quand même 10% de la société seulement qui va à l'université? Ça se peut. Fait que tu fais partie d'une minorité. Je pense que tu as le droit d'en être fier d'être rendu là. Puis pas dire que c'est basic, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu fais pas partie de 90 autres pourcents, là. Ouais, je sais. Tu fais partie d'une minorité. Tu sais, justement, Merci. pour ceux qui... Mais c'est correct que j'avais la même pensée quand j'étais allée. Ah, ben, je suis juste à l'université. Donc, Ouais, ben souvent, on dirait que ben, c'est ce que j'ai remarqué, parce que je suis pas comme ça, puis vous me connaissez que je suis pas comme ça, je suis au contraire de vous. Mais ouais. on dirait qu'on est gêné de nos réussites, puis de nos atteintes de projets. Mhm. Pourtant, tu fais partie d'un 10%. Sais-tu à quel point tu es comme une certaine de personne spéciale, dans le bon sens? Ben, honnêtement, je pense qu'on n'en prend pas conscience. Me le faire mettre d'en face, je pensais pas. Honnêtement, je savais pas que c'était seulement 10%. Honnêtement, moi, je pense que c'est juste normal d'être à l'université. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être avec des amis qui sont à l'université. Puis, pour moi, je voudrais que c'est quelque chose de normal d'aller à l'université. Puis, en ce moment, en 2021, honnêtement, la plupart des travails, là, qu'on peut faire, là, hey, ils demandent souvent des bacs. On s'entend qu'en 2021, si t'as pas de diplôme, là, c'est difficile de faire quelque chose. On est tellement boosté dans notre société qu'il faut avoir... faut aller à l'école. Écoute, c'est rendu que tu peux même pas ramasser les poubelles pour... si t'as pas de diplôme. On s'entend que on est rendu là, là. Non, c'est certain. Dis que la place aux aînés, c'est plus une place ou un rôle de fardeau Mhm. pour les familles, mais on n'est pas en train de dire que les familles ne veulent pas s'occuper de leurs aînés. Les familles, les proches aidants, on n'en parlera jamais assez souvent, mais les proches aidants font d'énormes travail, là. Tu sais, Ouais. D'énormes sacrifices. si on compte le rôle d'un proche aidant auprès de l'aîné, là, travailleur social pratiquement, infirmier, des fois, Préposé aux bénéficiaires. préposé aux bénéficiaires, Livreur. livreur, cuisinier, femme, homme de ménage, Euh, En fait, ça remplit tous les rôles au complet parce que... sans être payé. Exactement. En plus, c'est T'as un... plus ton rôle d'enfant. C'est une comme une job que t'as, puis c'est 24 heures sur 24, puis c'est un stress que t'as constamment à savoir, OK, même la nuit, est-ce que tu dis, OK, en allant aux toilettes, est-ce qu'il va tomber? Si, admettons, je dors, est-ce que je vais l'entendre s'il y a quelque chose? Tu sais, c'est vraiment un stress que les gens se mettent sur leurs épaules. Là. Puis j'aime ce que tu viens de dire, c'est un travail, là. Oui. Non seulement t'es pas payé, mais c'est un travail au-dessus de ton travail. Au-dessus de ta relation amoureuse, familiale ou amicale. Tu sais, Ouais. Puis je trouve aussi que, en tant que proche aidant d'un aîné, je pense que c'est plus compliqué que de s'occuper d'un poupon. Parce qu'un poupon va accepter l'aide. Tandis que l'aîné qui est en perte d'autonomie, il lui aussi a une part d'acceptation à faire. Puis deux fois, il refuse l'aide. Donc, le proche aidant est perçu parfois comme méchant envers l'aîné Oui. pour lui donner ses soins ou peu importe. Mais si ça fait 1 semaine, 2 semaines que tu me repousses d'aller dans la douche, je m'excuse, mais là, pour ton bien-être, faut que je te donne ta douche. Oui, Fait exactement. Puis des fois, il y a ça des vient conflits, là. au moment où tu vois plus tes enfants comme tes enfants, tu vois tes enfants comme des gens qui veulent juste te donner des soins. Puis aussi, eux, avec des pertes cognitives, on s'entend qu'ils se souviennent pas de tout, tandis qu'un enfant va se souvenir de tout. Donc, je pense que c'est là qui est difficile aussi, là. Puis c'est aussi le fait aussi que, tu sais, puis encore là, on parle, mais on fait de l'empathie parce qu'on n'est pas encore aîné, mais tu perds tes capacités mobiles, cognitives que tu avais avant. Hey, moi, ça va me faire un choc. Si amené, j'ai besoin de quelqu'un pour changer des culottes d'incontinence, là. L'orgueil, là. Vous le savez à quel point je suis fier de ce que je fais, là. Mhm. Fait que pour un aîné qui est dans cette situation-là, que son enfant veut l'aider, Ouais. ça vient chercher beaucoup. On parle tantôt de comment vous voyez avec vos diagnostics de TDAH, de dyslexie, mais vous apprenez à lever avec, puis à passer au-dessus. Mais pour quelqu'un qui se dit, ouais, mais là, il change ma culotte,
mais ça va pas s'améliorer demain ou après-demain. Non, Ça va c'est juste ça, aller non. en... Fait que oui, encore là, c'est un autre rôle qu'on peut donner au proche aidant. C'est quasiment des psychologues des fois, là. Vraiment. Puis je pense qu'il y a un processus, autant pour le proche aidant, de deuil envers son parent. Le parent, l'aîné lui-même a des deuils à faire sur sa perte à lui. Mhm. Fait que ça engendre vraiment... Puis tout le monde, après, tout le monde vit de la colère ou de la tristesse ou des... tu sais. Le stress, Puis surtout. là, ils sont dans la même maison. Puis je pense aussi qu'aujourd'hui, le fait que on voit rarement des mamans à la maison qui élèvent leur enfant, puis là, la grand-mère puis le grand-père qui habitent à la maison, comme dans le temps. Fait que peut-être l'intergénérationnel des maisons est de moins en moins là, fait qu'on a comme pas le choix d'aller vers les résidences. Est-ce que toi, tu as des familles qui disent des fois, j'aimerais ça pouvoir le faire, mais c'est le métier, tu sais, parce qu'avant, la femme, elle avait comme un rôle d'être à la maison. Est-ce que tu crois que ça a une influence, ça, aujourd'hui, que l'homme et la femme, ou le couple a deux métiers, dans le fond? Ben, c'est sûr que oui, parce qu'on s'entend que aussi, la vie coûte plus cher. Fait que souvent, admettons, avoir 2 salaires à la maison, c'est souvent, des fois, c'est crucial aussi pour les familles de pouvoir payer des choses, admettons, à leur enfant, payer la maison, payer ci, payer ça. Mais si, admettons, t'enlèves un salaire complet pour pouvoir s'occuper d'une personne, c'est quand même beaucoup, là. Tout dépendant le travail de la personne. Des fois, ça peut être la personne qui a le plus gros salaire ou, exemple, tu dis, est-ce que ça revient moins cher de juste mettre quelqu'un, admettons, mettre son parent dans un endroit sécuritaire où ce que je sais qu'il va avoir des soins, mais payer tant par mois, ou tout simplement enlever mon salaire complet, puis juste m'occuper de mon parent à 24 heures sur 24, puis en même temps, c'est pas nécessairement une question d'argent, mais une question aussi de personnel. Tu dis, c'est pas tout le monde qui est capable de mettre une croix sur tout ce qui l'entoure pour pouvoir s'occuper d'une personne. Puis je pense que ça dépend aussi de ta personnalité, ça dépend, est-ce que je suis assez forte pour faire ça? Puis ça dépend de tellement de choses, autant des aspects environnementaux, tes aspects familiales, tes valeurs, puis c'est vraiment quelque chose de difficile à démystifier, tu sais. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes, puis de tous les aspects de ta vie. Hey, salut! J'espère que tu as aimé ce que tu viens d'écouter. Mais sache que si tu veux en apprendre davantage sur Cynthia Fournier, son parcours, il y a une deuxième partie qui s'en vient dans 2 semaines. Donc, n'oublie pas, tu peux liker, tu peux t'abonner et surtout, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à poser tes questions si tu as. J'espère te revoir à notre prochain épisode. À bientôt! Bye!